Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le XXIe siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie. Bonjour, je suis en compagnie de Tony Seven. Bonjour Tony. Bonjour Hector, merci de m'avoir invité ce matin à la matinale et de me recevoir ici dans ce charmant endroit. Oui, hein, là on est encore à la Malade. Donc on a parlé ce matin dans la matinale que je vous présente tous les matins du lundi au vendredi sur Radio Shalom Besançon. Et on a parlé de ce livre-là, Deuxième Maison. La deuxième maison, la première brûle et nous regardons ailleurs, hein, pour paraphraser Jacques Chirac. Donc un roman d'anticipation écologique qui ne parle pas que d'écologie, c'est aussi une aventure, une saga familiale, une épopée finalement d'une jeune héroïne, et ça se déroule en 2088. C'est de la fiction, j'appellerais ça de l'anticipation, c'est pas tout à fait de la science-fiction parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire au niveau scientifique, il n'y a pas de robots, il n'y a pas de choses comme ça, c'est plutôt l'extrapolation de ce qu'on vit aujourd'hui en 2088 qui est finalement pas si loin, parce que tous les enfants qui naissent maintenant verront cette période, hein. Ça peut paraître loin à certains, ceux qui ont un certain âge maintenant, mais finalement c'est très proche. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ce livre? Donc, le personnage, c'est l'anticipation, hein, c'est un petit peu prévoir ce qui est en train de se passer, en fait. Hein, c'est pas quelque chose qu'on se dit, ça va arriver en 2040, en 2050. Hein, voilà, exactement. C'est l'extrapolation de ce qu'on commence à vivre, hein, ce qu'on appelle l'écocide, entre guillemets, ou l'anthropocène aussi, hein, tous l'effet de l'activité humaine sur le climat, etc. Donc, c'est le contexte du roman. Et le fil rouge, c'est finalement une saga familiale qui commence avec l'arrière-grand-père, qui est né en 1988, donc qui est notre contemporain, et puis qui continue avec toute sa famille. On passe assez rapidement donc, toutes les étapes de l'effondrement, entre guillemets, hein, même s'il a plusieurs aspects, et ça se poursuit jusqu'en 2088 avec les aventures de l'arrière-petite-fille finalement, qui va découvrir l'Amérique, une Amérique complètement bouleversée, avec des villes très différentes de ce qu'on a l'habitude de voir, avec un New York qui renaît finalement avec beaucoup d'arbres dans la ville, des jardins partout, des réservoirs d'eau de pluie au sommet des gratte-ciel, une vision très particulière de New York et Montréal aussi, avec des voiles qui collectent la rosée du soir pour essayer de capter l'eau qui est devenue une ressource très très rare, comme on peut le voir déjà aujourd'hui autour de la Méditerranée, etc. Tu as choisi la méthode roman. Il y a énormément d'écrits, des livres concernant l'écologie, l'environnement, tout ce qui est en train de se passer pour nous dire attention, les scientifiques qui nous alertent assez souvent de tout ce qui se passe. Et toi, tu as choisi de le faire sous forme de roman. Pourquoi ? Oui, parce que j'ai trouvé qu'on était assommé finalement de rapports, du GIEC, etc., beaucoup de chiffres qui sont très très anxiogènes finalement. Et là, en discutant avec des amis, on s'est dit que peut-être qu'une approche purement fictionnelle pouvait justement dédramatiser un peu et rendre plus réel ce qui va se passer, parce que les rapports ils sont exacts, je veux dire, ils sont sur des fondements scientifiques. Par contre, les rendre un peu plus vivants au travers de l'histoire de gens comme vous et moi, ça pouvait rendre un peu plus concret tous ces annonces qu'on nous fait et qu'on entend à longueur de journée dans les médias. Qu'on entend au long des journées, mais pourtant on a l'impression, ou j'ai l'impression que ça bouge pas énormément. Donc tu parlais justement de Jacques Chirac qui a fait ce discours en 2002, hein, c'est ça? C'est ça, au sommet de la Terre à Johannesburg en 2002. Voilà. Donc il disait déjà que ça devenait urgent, hein. Oui, ça a commencé avant même, hein. La première vraie alerte, c'était ce qu'on appelle le Club de Rome, hein, en 1972 je crois, qui a mis un premier rapport sur le risque de croissance, et que ça nous emmenait finalement dans le mur, hein, cette croissance, à la fois démographique et au niveau du niveau de vie. Et puis ça a continué après, même il y a des discours de Jimmy Carter, hein, qui disent attention, l'Amérique va dans le mur, on consomme trop, etc. Bon, le résultat, c'est qu'il a immédiatement perdu les élections suivantes. Et voilà, donc en fait, il faut du courage politique, parce qu'on a parlé ce matin également de décroissance, un mot qui fait peur. Quand on parle de décroissance, on dit tout de suite, oui, maman, on ne va pas retourner à l'ère de l'homme des cavernes, etc., quoi.
c'est pas du tout ça en fait. Hein. Non, je pense que plutôt que le mot décroissance, il faudrait essayer de trouver un terme comme la frugalité heureuse par exemple. C'est-à-dire consommer moins, moins dilapider les ressources terrestres qui sont finies, hein, la planète et la taille qu'elle a. Donc comprendre qu'on peut vivre différemment tout en restant heureux hein, et créatif. Alors des messages d'alerte, d'urgence et tout ça, ça répète quotidiennement et nous on bouge pas. Tu nous as parlé également ce matin de la grenouille, est-ce que tu peux nous expliquer ça? Alors le syndrome de la grenouille, c'est un syndrome qui a été évoqué pour la première fois par Ivar Ekeland, qui est un mathématicien français. L'histoire c'est que quand on plonge une grenouille dans l'eau froide, dans une casserole d'eau froide, elle est très bien, elle est très heureuse. Si on allume la gazinière, l'eau commence à chauffer, mais elle réalise trop tard finalement que c'est perdu pour elle et que ses fonctions vitales vont s'arrêter. Alors que si on jette la grenouille directement dans l'eau chaude, elle ressort immédiatement parce qu'elle a perçu le danger. Donc en fait la grenouille elle s'adapte en fait, hein. Elle s'adapte petit à petit. Elle s'adapte mais elle oublie aussi qu'elle est en train de mourir. Donc on est peut-être dans cette situation-là. Peut-être? Oui, je dis peut-être parce que j'ai évidemment pas de boule de cristal, j'espère me tromper dans tout ce que j'évoque dans le roman, mais on a vraiment le droit d'être inquiet quand on voit les chiffres, les rapports et les niveaux de croissance, le taux de CO2 dans l'atmosphère par exemple. À la base, on n'a pas parlé, mais tu travailles dans l'aéronautique? Oui, j'ai une formation scientifique d'ingénieur, donc j'ai eu un parcours assez linéaire. Hein, quand on fait une grande école, on rentre dans l'industrie et j'avais choisi l'aéronautique parce que ça me plaisait. Donc c'est évidemment un petit peu schizophrène par rapport à tout ça. Oui, voilà. Donc en fait, tu connais un petit peu plus le commun des mortels, tout ce qui est l'air et tout ça. Oui, j'ai des bases scientifiques CO2, qui me permettent de lire les rapports du GIEC en comprenant à peu près ce qui s'y dit. J'ai pu même les vérifier en mesurant le taux de CO2 dans l'atmosphère, tout ce qu'on injecte dans les calculs. Ouais. Pour faire voler les avions, faire tourner les moteurs. On voit bien que dans les années 80, quand j'ai commencé ma carrière, le taux de CO2 était bien inférieur à ce qu'on met dans les calculs aujourd'hui. Est-ce que ces livres, tu le vois au cinéma ou tu m'avais parlé des BD également? Oui, alors de nombreux lecteurs m'ont dit tiens, ce serait vraiment bien d'adapter, de faire un film à partir de l'histoire parce qu'elle est assez visuelle et assez rocambolesque finalement, hein, avec un complot. Ça pourrait faire un excellent thriller d'anticipation écologique finalement. Et puis la BD aussi, pourquoi pas, pour essayer de toucher le public jeune, qui est un peu aussi la cible du livre, parce que bon, les anciens sont un peu dédouanés finalement, ou se dédouanent eux-mêmes de tout ça, alors que la jeunesse va subir le fardeau de tout ce qu'on est en train de leur préparer finalement, de ce qu'on leur prépare depuis 2 siècles, hein, depuis la mécanisation. Alors Nikita, le personnage principal, on va la retrouver dans une 2e édition, un 12e chapitre? Alors le roman appelle une suite parce que bon, la saga va continuer, donc effectivement je commence à penser à une suite. Et ça a été demandé par de nombreux lecteurs hein, qui attendent la suite. Voilà, et je suis en train d'y réfléchir. Alors la suite, j'imagine que tu l'avais déjà en tête avant d'avoir ce prix, donc le grand prix du roman 2019. Oui, alors, oui, effectivement, la suite. Depuis l'édition du livre en 2018, les lecteurs réclament la suite, donc je commence à y penser. Et puis la bonne surprise, ça a été en 2019, le Grand Prix du roman de la ville de Toulouse, donc décerné par un panel d'experts, enfin d'écrivains en général, qui s'appelle les Gourmets de Lettres à Toulouse, et qui ont choisi le livre parmi une quinzaine de romans. Et puis il y a un autre projet également. Toujours écriture. Toujours écriture, donc ça c'est entre-temps, entre la 2e maison et la suite de la 2e maison, j'ai également écrit un essai qui est un peu plus sociétal et économique là, pour développer une théorie qui est abordée dans le livre et qui parle finalement de la façon dont on valorise les objets, les biens et les services qu'on achète vis-à-vis de leur impact sur l'environnement, que ce soit l'impact en consommation en eau ou en émissions carboniques par exemple. Et pour terminer, le préface, c'est important quand même, hein, c'est pas n'importe qui a préfacé ce livre. Ouais. J'ai eu la chance d'être préfacé donc, pour la 2e maison par un professeur qui est un biologiste apicole de renommée internationale, qui est apithérapeute et qui a développé des stratégies de thérapie hein, à partir de tous les produits de la ruche, que ce soit le miel, la propolis, le venin d'abeille aussi. Il a beaucoup exercé à Cuba, qui a développé cette technique étant privé des importations de produits chimiques finalement, et en Belgique, qui reconnaît l'apithérapie comme une médecine classique.
Bon, ce qui n'est pas le cas en France, mais donc le professeur Roch Domerego a été vraiment touché par le livre. Ouais. Et puis bon, on a une affinité aussi avec lui parce que je suis apiculteur amateur, donc abeilles, apiculture. Et les abeilles font partie de l'équation écologique finalement. Alors lui, il a eu des résultats très impressionnants hein, concernant certaines maladies avec l'apiculture. Hein. Oui, on ne soupçonne pas le pouvoir des produits de la ruche, hein, que ce soit le miel ou le venin d'abeille. Dans certains pays, les plaies des grands brûlés, par exemple, sont soignés par le miel. La gangrène aussi peut être soignée par le miel, donc éviter l'amputation grâce au miel. Et puis le venin d'abeille soigne aussi dans certains pays, comme aux États-Unis par exemple, la sclérose en plaques. Merci beaucoup, ça a été un réel plaisir donc, de partager la matinale aujourd'hui et puis cette interview vidéo. Merci et puis bonne continuation et on attend les nouvelles des prochains livres. Bien sûr, sans faute, ouais. Plaisir partagé. Merci Hector. Merci.